L'entre-deux-guerres, c'est un terme bien commode qui s'est imposé dans le langage courant, au point qu'on ne se demande même plus quand on l'utilise de quelle guerre on parle. Tout le monde comprend qu'il s'agit de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment un terme qui n'est pas employé dans les années 20 et 30, mais qui l'est en revanche dès 1940. Il réduit après coup ces 2 décennies à une sorte de parenthèse, comme si la période ne pouvait se comprendre qu'en référence aux 2 conflits qui l'encadrent. L'expression accrédite ainsi l'idée très discutable d'une continuité de 1914 à 1945, d'une guerre de 30 ans, comme le dit De Gaulle dès 1941. Cela dit, même sans utiliser le terme, les contemporains des années 20 et 30 peuvent fort bien avoir l'impression, le sentiment de vivre un entre-deux-guerres, surtout lorsque les tensions s'accumulent à partir de 1936 et que les chances de paix sont chaque jour de plus en plus minces. C'est vrai aussi d'une autre façon pour l'Allemagne nazie qui appelle de ses vœux une nouvelle guerre et qui s'y prépare ardemment. Le plan de 4 ans, adopté en 1936, programme une guerre européenne pour 1940. Cette obsession de la guerre, elle touche finalement toutes les sociétés européennes. Et elle s'explique aisément. D'abord parce que la période connaît de nombreux conflits. Des guerres interétatiques, russo-polonaises, gréco-turques, sino-japonaises. Des guerres civiles, en Russie, en Chine, en Espagne. Des guerres coloniales ou se présentant comme telles, dans le Rif par exemple, ou en Éthiopie. Ensuite, parce que la mémoire de la Grande Guerre est omniprésente, que tout se pense et se construit, les stratégies militaires, les diplomaties, les politiques économiques, à partir des souvenirs qu'elle a laissés. Pour la majorité des pays, et notamment la France et la Grande-Bretagne, il faut tout faire pour préserver la paix et pour que la Grande Guerre ne devienne pas une première guerre mondiale. Alors, la complexité de la période, elle tient à ces contradictions et à l'imbrication des différentes manières de penser la paix, de la mettre en œuvre et de la faire respecter. Ce qui est certain, au lendemain de la Grande Guerre, c'est l'ambition de ceux et celles qui veulent que cette guerre soit, comme on dit à l'époque, la der des der. Il faut inventer une paix qui soit à la hauteur, qui réponde aux attentes des peuples. Il ne s'agit donc pas seulement de mettre fin juridiquement à l'état de guerre en signant des traités. Il faut construire une paix durable, universelle, à l'échelle de l'Europe et du monde. Et à rebours du vieux système de l'équilibre des puissances, une paix qui soit fondée sur le droit. La paix doit être désormais définie et conçue de façon positive, et pas seulement comme l'absence de guerre. Elle doit devenir la norme, et la guerre l'exception, de façon qu'on cesse de définir la paix comme un entre-deux-guerres, et qu'on en vienne en quelque sorte à penser la guerre comme un entre-deux-paix. La paix, c'est d'abord celle des traités qui, de Versailles, le 28 juin 19 à Lausanne en 1923, façonnent le nouveau système international européen. Les frontières de l'Allemagne et pour l'essentiel des pays d'Europe centrale sont fixées par Versailles et les traités qui, à la suite, sont conclus avec les anciens alliés de l'Allemagne. Mais il faut attendre le traité de Riga en 1921 pour voir se dessiner les frontières orientales de la Pologne et celui de Lausanne en 1923 pour que la Turquie se stabilise, en gros, dans le cadre territorial qui est encore le sien aujourd'hui. L'Europe de l'après-guerre n'est donc pas celle de Versailles, comme on le dit souvent, mais celle de Versailles, de Riga et de Lausanne. Alors, il est difficile de dégager des traits communs à ces textes juridiques et politiques qui sont parfois très dissemblables pour qualifier de façon globale la paix qui émerge de la Grande Guerre. S'agit-il d'une paix de droit, comme c'était entre autres l'ambition de Wilson, construite autour de quelques grands principes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des nations à devenir des États. S'agit-il d'une paix de vainqueurs, comme le dénonce l'Allemagne, mais aussi la Hongrie et l'Autriche, une paix qui favorise systématiquement dans le tracé des frontières et les clauses économiques et financières les pays vainqueurs au détriment des vaincus. S'agit-il d'une paix d'équilibre, résultant des rapports de force sur le terrain? C'est le cas du traité de Riga, mais aussi de certaines dispositions du traité de Lausanne. Il y a un peu de tout cela. Le problème étant que la même paix peut être interprétée de façon rigoureusement opposée selon les points de vue. Ainsi, l'article 231 du traité de Versailles, qui rend l'Allemagne responsable de la guerre, n'était là du côté allié que pour justifier en droit le paiement des réparations. L'Allemagne devait réparer les dommages qu'elle avait causés. Mais cet article il a été compris outre-Rhin comme une volonté de la part des vainqueurs d'humilier le vaincu en le déclarant moralement coupable, et seul coupable du conflit, et de toutes ses conséquences. Difficile dans ces conditions de construire ensemble une paix durable quand on ne s'entend pas sur les mêmes mots.
Il n'empêche que le système de Versailles, Riga et Lausanne, finalement plus souple qu'on ne l'a dit, a été capable de s'adapter au contexte politique et a tenu tant bien que mal jusqu'au milieu des années 30. Il s'est effondré alors sur les coups du national-socialisme, notamment avec le rétablissement de la conscription en Allemagne en 1935 et surtout avec la remilitarisation de la Rhénanie le 7 mars 1936. La paix au quotidien, c'est aussi celle de la sécurité collective, telle que la définissent les articles 10 et 11 du Pacte de la Société des Nations, qui est aussi la première partie du traité de Versailles. Avec la sécurité collective, plus d'alliances bilatérales ou multilatérales, plus de risque de voir le continent succomber, comme durant l'été 14, à l'engrenage des déclarations de guerre. Chacun garantit la sécurité de tous, et tous garantissent la sécurité de chacun. L'idée n'est pas nouvelle, mais pour la première fois, elle est expérimentée, institutionnalisée et codifiée à travers 3 textes fondamentaux. Le pacte de la SDN de 1919, les accords de Locarno de 1925 et, on l'oublie trop souvent, le pacte Briand-Kellogg de 1928, au terme duquel les 63 nations signataires s'engagent solennellement à renoncer à la guerre comme outil politique et à régler leurs différends par des voies pacifiques. La paix a évidemment échoué. Et cet échec, c'est celui des traités et de la sécurité collective, mais pas seulement. On peut mettre en avant plusieurs types d'explications. Le facteur le plus décisif est sans doute exogène, c'est la crise économique qui se déclenche aux États-Unis en octobre 1929 et qui gagne rapidement l'Europe et qui crée les conditions qui vont amener Hitler au pouvoir en janvier 1933. Mais il y a aussi des facteurs internes au système. Pour que la sécurité collective fonctionne, il faut en effet que tous les États qui la mettent en œuvre, et particulièrement ceux qui présentent a priori le plus de risques pour la paix, adhèrent au système et qu'ils partagent un minimum de valeurs communes. Or, dans les années 30, le Japon, puis l'Allemagne et l'Italie se placent délibérément hors du système et quittent la SDN, qui dès lors ne peut plus prétendre à assurer une paix universelle. Lorsqu'en 1935-1936, elle laisse l'un de ses membres, l'Italie, envahir et coloniser un autre de ses membres, l'Éthiopie, au terme d'une guerre d'une violence inouïe, il n'y a plus rien à espérer. On en revient alors à des moyens plus classiques pour tenter de préserver la paix. La recherche d'alliances, comme le fait la France avec la Russie en 1934-35, ou des tentatives de négociation directe avec l'ennemi, comme le fait la Grande-Bretagne avec l'Allemagne dès 1935, quitte à faire des concessions et à céder de plus en plus. C'est la politique d'appeasement qui est pratiquée par les démocraties face à l'Allemagne nazie et qui culmine lors de la conférence de Munich fin septembre 1938, où la Tchécoslovaquie voit son sort réglé par les grandes puissances sans qu'elle ait son mot à dire. Alors, la politique d'appeasement, qui consiste à faire des concessions pour sauver la paix, il faut le souligner, ce n'est pas une politique condamnable en soi, à partir du moment où elle correspond, de la part de ceux qui l'assument, à un choix dont on maîtrise les conséquences. Le problème, c'est qu'en 1938, la France et la Grande-Bretagne n'ont pas le choix. Elles n'ont pas les moyens militaires ni la volonté politique de mener une offensive contre l'Allemagne pour soutenir la Tchécoslovaquie. Elles n'ont finalement le choix qu'entre céder ou se résoudre à la guerre. L'histoire ne se répète jamais. Il n'est donc pas possible d'en tirer des leçons et encore moins des lois. Mais cette période des années 20 et 30, elle nous montre combien il est illusoire d'espérer bâtir un système international capable de garantir une paix durable si les acteurs qui le composent ne peuvent s'entendre autour d'un minimum de valeurs partagées. Même l'expérience unique des communautés puis de l'Union européenne, qui s'est construite en réaction à l'échec de la sécurité collective comme à celui d'une paix fondée sur l'équilibre, montre aujourd'hui ses limites. Il est bien possible que malheureusement, nous serons toujours dans un entre-deux-guerres.